Bah, c'est notre second entretien puisque, on s'était vu le 9 mai, pour le premier. Comme de nombreuses choses se sont passées depuis, on a décidé de faire un update d'une Oui, certaine façon. Heu et donc, quand on s'était vu, le mot qui était paradigmatique, c'était le mot de suspens. Tout le monde semblait suspendu, au Moyen-Orient à ce que l'administration Trump allait faire. Et à l'époque, donc vraiment au moment où on se parlait, ceux qui semblaient avoir la main, c'était ce dont on avait parlé, c'était les Saoudiens. Trump s'apprêtait à aller en Arabie Saoudite à ce moment-là et il semblait que les Saoudiens, pouvaient pousser et pour modérer, son soutien à Israël ou en tout cas pour arriver à ce que le soutien à Israël soit plus monnayé d'une certaine façon. Heu, Aussi les Saoudiens poussaient pour une forme d'acceptation du nouveau régime syrien. Donc on semblait aller de ce côté-là et aussi pour la poursuite des négociations avec l'Iran. Et donc il y avait non pas de l'optimisme dans notre entretien du mois de mai, mais il y avait en tout cas cette circonspection par rapport à ce qui pouvait se passer. Mais on sait que les choses ont basculé autrement. Donc il s'agirait de reprendre d'abord par rapport à l'Iran, et puis après ça on déclinera, du côté de la Syrie, du côté du Liban et du côté de la Palestine, et puis du côté de l'Irak aussi éventuellement et des autres pays. Mais, commençons par, qu'est-ce qui s'est passé? Quel était ce basculement? D'abord, la fuite en avant israélienne, mais ensuite, le soutien américain, heu, à la folie de Netanyahou. Hem, la réaction aussi des Européens, avec l'étrange soutien à cette guerre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que ça a changé? Jusqu'à quel point ça a véritablement changé ce qu'on disait au mois de mai? oui. Alors, il est vrai que, l'histoire s'est accélérée depuis le mois de mai, mais je pense que la notion de suspens, peut toujours, s'appliquer dans le sens où, les processus ne sont pas arrivés jusqu'au bout. Il y a toujours, un certain, suspens, y compris par rapport à l'Iran. Mais s'agissant de la question nucléaire et de l'attaque israélienne, en Iran, il paraît que, les négociations était en train d'avancer quand même dans ce qu'on appelle le track to diplomacy à Oman, et il y a eu des rencontres en Irak entre Américains et Iraniens. Mais pour les Israéliens, cela n'était pas suffisant ou ne semblait pas être suffisant. Ils ont réussi à convaincre l'administration Trump que Téhéran n'est pas loin de la production de l'arme nucléaire et que les Iraniens gagnaient du temps, et que finalement, il faut leur mettre la pression pour négocier sous une pression et voir sous une nouvelle réalité où les Iraniens n'ont plus le choix que d'accepter toutes les conditions qui étaient sur la table par rapport à l'uranium enrichi, par rapport à déplacer en fait certains de leurs laboratoires vers l'extérieur pour que ça soit sous contrôle américain et pas seulement onusien. Donc, euh, on sait que quelque chose, de toute façon, s'est produit au niveau d'un lobbying israélien auprès des Américains. Et pour Netanyahou, il y avait comme une possibilité, une ouverture pour élargir le front, pour élargir aussi cette volonté guerrière, avoir plus d'espace. Et c'était au moment où il y avait de plus en plus de critiques, de condamnations au niveau international, puisqu'on parlait à Gaza d'un début de famine et le blocus était devenu beaucoup plus dur. Donc, c'était aussi une manière pour détourner l'attention et de profiter d'un moment de folie guerrière dans la région pour aller frapper l'Iran. On se disait avant que est-ce qu'Israël peut frapper l'Iran
sans l'aide directe américaine? Est-ce qu'il y a des possibilités pour les Iraniens de riposter? Donc, tout était pas très clair jusqu'au moment où les Israéliens, vu la nouvelle technologie, l'intelligence artificielle et un travail de service de renseignement qui s'est prouvé de toute façon très efficace et redoutable en Iran même, ils ont réussi à frapper plusieurs sites militaires et nucléaires. On a compris pourquoi ils avaient anéanti le système de défense iranien plusieurs mois avant, quand il y a eu les frappes en Iran. Et en plus, ils ont tué une grande partie des scientifiques, des professeurs de physique, de chimie et autres qui soit ont contribué au programme nucléaire, soit peuvent être des scientifiques de ce programme-là. Ils ont également assassiné des responsables, des gardiens de la Révolution. Donc un changement important s'est produit. Et au milieu de tout cela, Trump a décidé d'intervenir directement en frappant deux sites que l'aviation israélienne ne pouvait pas toucher, très profonds dans le sol, ce qui fait que les Américains sont devenus un acteur direct dans cette guerre, permettant aussi à Trump d'annoncer subitement la fin de la guerre en déclarant que le programme iranien a été détruit, certains disent retardé de quelques années, d'autres plus. Donc il a quand même imposé un cessez-le-feu, tout en montrant qu'il a toujours la main haute, y compris avec Netanyahou, mais la guerre a eu lieu quand même. Et les dégâts sont là, et les dégâts par rapport au droit international encore plus, puisque les Européens se sont alignés sur la position américaine et israélienne, et un nouveau concept qui n'a rien à voir avec le droit international a été imposé dans les discours, celui d'une guerre préventive. On a appliqué même le principe de self-defense, bien qu'il n'existe pas, et dans la Charte des Nations Unies, les guerres préventives n'existent pas non plus. Donc, cette guerre-là a eu des conséquences. Après, le régime iranien ne suscite pas beaucoup de sympathie non plus, y compris dans la région, vu son autoritarisme à l'intérieur du pays, vu l'expansionnisme dans la région. Du côté des pays du Golfe, y compris l'Arabie saoudite, qui avait décidé d'élargir aussi de son côté ses choix diplomatiques en acceptant une médiation chinoise avec l'Iran et une réconciliation avec Téhéran. Je pense qu'on s'est réjoui de l'affaiblissement de l'Iran, mais je pense aussi que les Saoudiens et même les Émirats arabes unis euh, étaient pour un cessez-le-feu, pour ce que Trump a imposé, parce que une guerre qui peut devenir, je ne vais pas dire sans fin, mais qui se prolonge, euh, peut avoir des conséquences sur leurs économies, sur leur pétrole, sur le détroit d'Hermès que les Iraniens menaçaient de fermer. Donc ça touche directement aux Émiriens. En plus, les Houthis au Yémen, qui sont très proches des Iraniens, peuvent de leur côté non seulement continuer à envoyer de temps en temps des missiles vers les ports israéliens et certains sites du côté de la mer Rouge, mais peuvent aussi vers les Émirats, vers l'Arabie saoudite, être utilisés pour rendre les choses plus compliquées. Donc finalement, je pense que la décision de Trump arrangeait les Saoudiens et les Galfis, mais rien n'est décidé d'une manière définitive. Ce qui est sûr, par contre, c'est que les Iraniens ont été affaiblis, qu'une fragilité ou une vulnérabilité militaire a été assez claire, et leur riposte vers Israël à travers les missiles balistiques, les drones, était souvent interceptée par les systèmes de défense américains et israéliens, même s'ils ont causé des dégâts considérables dans certaines banlieues de Tel Aviv et dans d'autres sites. La question était de savoir, c'est une question qui continue de hanter beaucoup de gens, surtout aux États-Unis, depuis l'arrivée de Trump. Est-ce que c'est quelque chose de radicalement nouveau, ou est-ce qu'au fond, c'est la poursuite d'un impérialisme américain classique, un peu déchaîné? Et notamment, cette guerre-là, pour tous les gens qui n'aimaient pas qu'on dise que Trump était sinon un pacifiste, du moins quelqu'un qui n'était pas un néoconservateur. Et on se dit, ah, là, ça y est,
il montre qu'au fond, rien n'a changé, qu'il est néoconservateur, qu'il est même partisan du regime change. Or, j'ai l'impression que précisément son intervention violente, illégale, monstrueuse, néanmoins signifiait aussi que non, on n'était pas, on n'était pas dans une vision du monde néoconservatrice. Mais du coup, ça pose la question de où veulent-ils en venir et où veulent-ils en venir avec l'Iran en particulier avant qu'on aille Oui. ailleurs. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il n'est pas néoconservateur et qu'il a d'ailleurs critiqué les néoconservateurs et toute cette idée de régime change et d'évoquer la démocratie comme justification pour un régime change. Il n'est pas du tout sur ce registre. Je pense qu'il y a une exception israélienne dans sa démarche au niveau des relations internationales. Sinon, c'est un businessman qui préfère probablement gérer les choses différemment sans avoir recours à la force militaire. Mais dans ce cas précis, il avait déjà annulé lui-même l'accord nucléaire que l'administration Obama avait signé avec les Iraniens. Il avait imposé plus de sanctions et tout cela sous pression et suite à des demandes israéliennes, puisque Tel Aviv a toujours annoncé son rejet de cet accord qu'Obama avait signé avec les Iraniens. Donc moi, je pense qu'il voulait marquer une présence militaire au Proche-Orient euh, différente dans le sens où elle ne mène pas à un régime change, mais elle peut imposer ses conditions à lui pour un nouvel accord, pour montrer qu'il a annulé, il a utilisé la force, et puis il passe à un nouvel accord qui est mieux négocié que le premier, etc. Mais je ne pense pas qu'il est dans une logique lui-même, logique de guerre, et c'est pour ça aussi peut-être qu'il n'a pas été très loin dans la poursuite des opérations militaires. Par contre, est-ce que l'impérialisme américain se poursuit même avec lui, certainement. Ça a d'autres peut-être caractéristiques aujourd'hui, économiques. Il a une façon de faire qui est différente, qui est peut-être en rupture avec une tradition diplomatique américaine. Il y a plus de brutalité, selon certains, il regarde plus la télé, Fox News, et peut prendre des décisions après ce qu'il a appris sur Fox News. Euh, et il a affaibli les institutions, c'est-à-dire on a toujours tendance à penser que le président décide tout seul, ce qui est faux. Mais là, avec Trump, il y a beaucoup plus de concentration de pouvoir à la Maison-Blanche et il y a beaucoup plus de coups d'humeur. Mais il me semble que par rapport à Israël, il y a un exceptionnalisme s'agissant des interventions et de la politique internationale, tandis que peut-être ailleurs, il est pour éteindre des conflits, tenter de trouver des solutions. On le voit en Ukraine, il essaye, peu importe comment, après on peut juger ces tentatives, mais je veux dire que s'agissant du Proche-Orient, il y a une logique guerrière, mais qui ne va pas jusqu'au régime change. Je pense qu'il pouvait continuer cette guerre pour causer un séisme politique en Iran. Il ne l'a pas fait. Et il est prêt à renégocier, mais selon ses conditions, et non plus selon ni le droit international, ni ce qui est possible, mais une version des choses, et qui suit aussi une logique israélienne. Et du côté des Israéliens, on peut aussi se demander si eux, enfin, Netanyahou, pendant qu'il bombardait, le prétendait, qu'il poussait aussi au changement de régime à Téhéran. J'ai pas forcément l'impression que c'est non seulement un objectif, ça il n'en aurait pas les moyens, mais que c'est même quelque chose qui l'intéresse d'une manière ou d'une autre. Oui, moi je ne pense pas non plus que c'est vraiment une volonté israélienne d'aller jusqu'à un régime change, mais affaiblir le régime davantage, oui. Rendre le pays fragmenté, sans État central, capable d'imposer une autorité partout, peut-être, jusqu'à certains points aussi. Mais rendre l'Iran un peu comme la Syrie aujourd'hui, je pense que Netanyahou ne dirait pas non, sans aller jusqu'au bout. Oui, parce que ni ils ont les moyens seuls, les Israéliens,
ni ils peuvent être sûrs et certains que l'alternative sera automatiquement en leur faveur. Donc, un Iran isolé, affaibli, sans politique régionale efficace, comme ce fut le cas, peut-être tourner aussi la page de l'après 2003, puisque la chute du régime de Saddam Hussein avait permis aux Iraniens cette expansion. Et 2 ans avant la chute de Saddam, c'était les talibans qui avaient, première version, qui avaient été euh, chassés du pouvoir à Kaboul. Donc l'Iran se sentait libéré du front Est et du front Ouest surtout. Et l'axe Téhéran-Bagdad, Damas-Beyrouth s'est bien consolidé à partir de 2003. Là, c'est un peu la fin de cela. C'est-à-dire, cet axe est rompu. Il y a une rupture en Irak. Déjà, le camp chiite a éclaté, politiquement parlant. En Syrie, le régime Assad, allié des Iraniens, est tombé. Et puis au Liban, Hezbollah est affaibli. Il reste les Houthis qui sont frappés de plus en plus maintenant régulièrement par l'aviation israélienne, après plusieurs raids américains aussi et britanniques. Donc, politiquement parlant, l'Iran au niveau régional est dans un point de faiblesse qu'il n'a pas connu depuis très très longtemps.